suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec l'interview politique. Aurélie Herbemont, votre invitée ce soir, la secrétaire d'État chargée des Affaires européennes, Amélie de Montchalin. Bonsoir Amélie de Montchalin. Bonsoir. Boris Johnson a largement remporté les élections hier au Royaume-Uni. Le Brexit, ce sera le 31 janvier. Cette fois, c'est la bonne ? Écoutez, ça fait 3 ans que le référendum avait eu lieu. Ça fait plus de 2 ans qu'on était quand même dans des débats très compliqués et la position de la France, la position du président de la République, depuis tout ce temps-là, c'était d'avoir de la clarté. Et une partie de la clarté, c'était parce que nous manquions d'un alignement entre le peuple britannique, le Parlement britannique et le gouvernement britannique. Ce qui s'est passé hier, c'est que ces élections réalignent, nous permettent de savoir ce que veut à la fois le peuple britannique, maintenant ce que va vouloir son Parlement et ce que voudra son gouvernement. Et donc nous sommes maintenant dans une position où nous allons pouvoir avoir un oui ou un non, mais a priori plutôt un oui, à l'accord qui a été mis sur la table pour que le Brexit ait lieu de manière ordonnée, au plus tard le 31 janvier. Sauf que maintenant, tout commence. Il faut négocier la nouvelle relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Mais on en est très content, parce que le Brexit, c'est une décision politique. Mais les liens économiques, les liens commerciaux, les liens culturels, tout ce qui fait que ce pays qui est à 50 km de la France, on ne parle pas d'un pays qui est à l'autre bout du monde, il est à 50 km de Calais. Ce pays avec qui nous avons, nous Français, nous Européens, des liens très forts, nous avons à construire une relation. Et nous avons à reconstruire une relation puisqu'il y a un divorce, mais il y a un après. Ce qui compte pour nous, néanmoins, c'est que cette relation, il faut qu'elle soit équilibrée. Alors justement, quelles sont les lignes rouges, les conditions que la France pose à cette relation que vous espérez équilibrée? Il faut qu'on évite à tout prix d'avoir à nos portes un pays qui ne respecte pas, au fond, les conditions d'un commerce, d'échange équilibré, juste, réciproque. Ça veut dire qu'on ne veut pas, par exemple, que des produits qui sont interdits en Europe arrivent par le Royaume-Uni. On ne veut pas que les normes sanitaires ne soient pas respectées. On ne veut pas que les normes environnementales ne soient pas respectées. On ne va pas faire plein d'efforts chez nous, dans l'Union européenne, et puis avoir un concurrent déloyal en face. Donc, c'est ce qu'a dit Michel Barnier. On est prêt à faire du libre-échange, 0 tarif douanier, 0 quota, ça veut dire 0 limite de volume, mais 0 dumping. Et donc, il faut qu'on construise ça. On est très clair côté européen sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. On pense que Boris Johnson a bien compris qu'il y avait des choses qu'on voulait et qu'on ne voulait pas. Et on attend aussi de lui qu'il mette bien en œuvre l'accord qui a été aussi négocié pour que notamment l'Irlande soit bien dans le cadre que nous avons considéré comme étant protecteur pour les Irlandais et pour les Européens. Alors, 0 dumping, notamment au niveau environnemental, parce qu'il s'est passé aussi, à part le Brexit, donc les élections britanniques, il y a eu donc ce fameux Green Deal, ce pacte vert qui a été adopté à la Commission européenne. Je rappelle l'objectif pour nos auditeurs, c'est la neutralité carbone du continent d'ici 2050. Emmanuel Macron s'en est félicité sur Twitter, sauf que la Pologne, qui est le plus gros pollueur d'Europe, n'est pas dedans. Alors, c'est pas tout à fait ça, c'est d'abord historique. On est le premier continent au monde à avoir, à l'unanimité, Pologne compris, hier soir, dit une chose très forte. On a le même objectif. On a l'objectif qu'en 2050, nous soyons un continent où on ne produit pas plus de carbone qu'on en stocke. Ça veut dire qu'on n'émet plus de carbone en plus dans l'atmosphère, tous ensemble. La Pologne nous dit, et on peut les entendre, on n'est pas sur le même point de départ que vous. Ils sont très dépendants au charbon. Exactement. Donc on se pose des questions sur la mise en œuvre. Mais ils ne récusent pas l'objectif. Et ça, c'est une vraie victoire. C'est la victoire, vous savez, d'un travail diplomatique qu'on mène depuis maintenant plus de 2 ans, qu'on a mené de manière très méthodique. Vous avez des pays qui ont changé d'avis entre le mois de juillet et maintenant, la République tchèque, la Hongrie, l'Estonie, qui sont des pays aussi qui ont des modèles énergétiques industriels qui sont beaucoup plus carbonés, j'allais dire, ou en tout cas intensifs en CO2 que le nôtre, et qui ont changé d'avis. Pourquoi c'est important ? Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que la Commission européenne peut appliquer plein de mesures et on n'a pas besoin de l'unanimité. On n'a plus le problème d'être bloqué par l'un ou l'autre. On s'est mis d'accord sur l'objectif, maintenant on y va. On y va sur les accords commerciaux, on y va sur ce qui se passe à nos frontières pour qu'on arrête d'importer des choses qui sont produites sans respecter nos normes. La taxe carbone aux frontières de l'Europe, on la verra quand, vous pensez ? C'est une proposition qui va être faite par la Commission d'ici le mois de mars. Il y a tout un travail technique à mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, on a un accord unanime. Tout le monde pense que c'est important d'avoir un mécanisme pour protéger nos emplois. Parce que si on renforce nos normes sur le climat, on ne veut pas pour autant être face à nouveau à une concurrence déloyale. Il y a des choses très importantes. Le plastique,
le recyclage, il y a toute notre économie, comment on se déplace, comment on construit des logements, comment ensuite on produit. Donc, on est dans le concret. Ce qui est vraiment important, c'est que vous savez, sur le climat, les Français, parfois, ils ont une forme de défiance qu'on peut comprendre. En disant, vous faites des grands discours, vous nous annoncez des grandes choses. Et on attend les actes. Et où sont les actes ? Là, ce qui s'est passé cette nuit, c'est clé. On est tous d'accord sur l'objectif. On voit bien qu'on n'est pas au même point de départ. La Pologne prendra peut-être plus de temps. On leur a dit, nous, on est prêts à vous accompagner, même financièrement, pour que vous soyez avec nous à l'arrivée en 2050 à la neutralité. Si vous ne vous engagez pas là-dessus, on mettra moins de moyens. C'est aussi un deal. Mais ce qui est clé, c'est que c'est historique et que c'est une forme de souveraineté face à la Chine, face aux États-Unis, qui, eux, n'ont pas du tout la même démarche. Alors, parlons un petit peu de politique française et de la réforme des retraites. Enfin, surtout, pas tout de suite, présentement, du fond, mais de votre collègue Jean-Paul Delevoye. Est-ce qu'il n'est pas trop fragilisé pour continuer à mener cette réforme ? D'abord, ce qu'on sait, c'est que Jean-Paul Delevoye, ça fait 2 ans qu'il a mis à jour toute la complexité du système actuel. Et il faut vraiment être extrêmement reconnaissant de ce travail. Je crois que personne ne comprenait rien aux retraites. Je ne suis pas sûre qu'on comprenne tout, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait maintenant de quoi on a besoin. On sait ce qui ne fonctionne pas, on connaît les inégalités, ce dont souffrent les femmes, ce dont souffrent les agriculteurs, les commerçants. Il a fait un travail énorme. Sauf que on apprend aujourd'hui qu'il a oublié dans sa déclaration d'intérêt de mentionner qu'il siège au conseil d'administration de la Fondation SNCF. Il y a quelques jours, on a appris qu'il avait oublié aussi de mentionner dans sa déclaration d'intérêt qu'il était administrateur bénévole d'un institut de formation dans l'assurance. On a aussi appris ce que je peux vous dire tout là-dessus, c'est il est de bonne foi, c'est des oublis. Il n'y a pas de volonté de dissimulation et ce sont des fonctions bénévoles. Alors, il y a une fonction qui n'est pas bénévole, justement, Amélie de Montchalin. Il était aussi à la présidence d'un institut de réflexion sur l'éducation. Il était rémunéré. Il l'était encore jusqu'à il y a quelques jours, alors qu'il était ministre, et que c'est interdit. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup pour le ministre en charge de la mère des réformes ? Moi, ce que j'entends, c'est il y a des oublis. Il n'y a pas de volonté de dissimulation, il y a de la bonne foi et il y a des fonctions bénévoles. Sur le reste, je crois qu'il a apporté lui-même des explications et je préfère m'en tenir là parce que vous voyez bien ce qui est clé aujourd'hui. C'est du pain béni pour l'opposition, vous ne le craignez pas ? On doit rassurer les Français. Vous savez, être bénévole dans une fondation qui apporte, des actions de cohésion, des actions de solidarité, je ne pense pas que ça remette quoi que ce soit en cause du projet qui est le nôtre. Le projet, c'est quoi ? C'est faire une réforme de justice pour les jeunes, pour les femmes, pour les agriculteurs, pour tous ceux qui aujourd'hui, on vous dit, vous avez une carrière hachée. Ça veut dire quoi une carrière hachée ? C'est juste que parfois, vous avez subi la précarité. Parfois, vous avez eu des enfants. Vous savez, moi, je suis mère de famille. J'ai pas du tout envie qu'on m'explique que j'ai une carrière hachée. Je veux pouvoir avoir des droits. Je veux pouvoir, comme tous les Français, comprendre comment ça fonctionne. Et avoir une retraite décente quand vous serez à la retraite. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de l'égalité, c'est de la lisibilité. On essaie de faire des choses transparentes. Et il y a tout un débat qui a repris avec les syndicats. On voit bien qu'il y a des points sur lesquels on est d'accord, il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord. On va travailler ensemble, c'est ça l'essentiel. Et vous espérez que ça ira mieux pour les usagers d'ici Noël. Merci beaucoup, Amélie de Montchalin, d'avoir été mon invitée.